Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau webcast Sony. On continue dans la série Vidéographique pour tout le monde avec notre ambassadeur Bruno Maas. Ce soir, il vous présentera plein d'astuces pour mieux stabiliser vos vidéos. Moi, je m'appelle Francis et normalement à ce point-ci, je vous inviterai de poser vos questions via le Q&A de Zoom. Par contre, ce soir, il faudra poser vos questions ici en dessous sur Facebook. Bruno répondra au plus vite possible. Ceci dit, bienvenue Bruno. Voilà, merci Francis et bonsoir à tout le monde. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bruno Maas. Alors on a fait déjà quelques vidéos, excusez-moi, sur l'introduction à la vidéo. La stabilisation, c'est le nouveau thème de ce soir. Donc on va un petit peu, ce workshop en fait, ce webinaire est orienté aux débutants dans la vidéo. Donc, pour des concepts un peu plus avancés, n'hésitez pas à laisser un commentaire, on va essayer d'y répondre. Ou aussi, comme vous avez pu le voir, on a donc des petits soucis ce soir pour prendre les questions en direct, mais encore une fois, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur le post Facebook et on va essayer d'y répondre par la suite. Alors, la stabilisation. La stabilisation en vidéo, c'est donc le thème de cet épisode. Et on va un peu parler de ça avec la première chose, c'est-à-dire les trépieds. C'est notamment la raison pour laquelle vous voyez mon image qui est stable ici. Je peux un peu monter mon trépied et me mettre ici un peu trop centré, un peu trop d'air au-dessus de la tête comme on dit. Mais parce que je vais me lever, vous montrer un peu le trépied qui est derrière moi. Donc les trépieds, beaucoup de gens ont tendance à oublier, ainsi qu'un autre petit outil que je vais venir prendre ici, qui est un monopied. Tout ça, ça vous permet d'avoir je reviens à l'écran, d'avoir ces 3 points d'appui qui sont un petit peu le concept clé de la stabilisation. Alors qu'on soit en train de tenir son appareil ici, excusez-moi, c'était mon monopied, qu'on soit en train de tenir mon appareil ici, en verrouillant un peu ses bras et en faisant des points de contact. Ici, on a 2 points de contact et on verra que si on se coince ici contre la poitrine, ce sera beaucoup plus facile en ayant 3 points de contact pour stabiliser. Mais on y revient. Ici, je parle des 3 points de contact parce qu'on va parler des trépieds. Alors, trépied, 3 points de contact sur le sol. On peut voir qu'on a la caméra qui est stable, comme vous pouvez le voir dans mon cadre ici. Non seulement ça, mais un trépied vidéo, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on a la possibilité d'avoir des mouvements de caméra qui sont stables. Ils sont faits pour pouvoir tourner l'axe, comme vous voyez ici, et rester stable. Mais ça, c'est facile. On connaît ça de la photo, pour ceux qui en font. Maintenant, quelle est la grosse différence entre un trépied photo et vidéo? C'est que justement, on a ces mouvements très doux. Et je vois beaucoup de gens qui utilisent des trépieds photo pour la vidéo. Alors, tant que vous ne devez pas faire des mouvements, ce n'est pas un problème. Mais pour rester et avoir des axes, des transitions, des mouvements stables, un trépied vidéo va vraiment vous aider dans le sens où vous allez pouvoir monter et descendre votre caméra, vos plans. Alors ici, on est sur un trépied un peu robuste, c'est fait notamment pour prendre 12 kg, donc c'est plus que cette petite FX6, mais c'est sûr que ce n'est pas une caméra d'entrée de gamme non plus. Alors la raison pour laquelle j'ai une FX6, ça va être très simple. Ici, sur mon trépied, j'ai un frein que je vais désarrimer. Et vous voyez, erreur numéro 1 des trépieds de vidéo, c'est que les gens oublient de balancer, d'équilibrer leur tête vidéo. Ça veut dire que quand je vais lâcher mon trépied, ça va tomber. Alors ici, j'avais fait mon petit test avant pour être sûr que l'objectif ne va pas taper dans les pieds, mais c'est aussi une des raisons dont certaines personnes peuvent endommager leurs optiques ou leurs trépieds, c'est d'avoir une optique trop lourde et qui vient taper sur le pied. Donc attention à ça. Alors, comment est-ce qu'on balance un trépied? C'est assez simple, il suffit de balancer ça un petit peu comme un gimbal, mais c'est sur un seul axe. Donc, si j'enlève ma caméra, je peux sentir où est le point de balance. La stabilité, c'est plus ou moins ici au milieu pour cette configuration-ci. Attention, c'est différent pour chaque utilisation. Donc, du coup, je vais remettre ma plaque de trépied sur le trépied. Et en général, la différence avec des plaques photo, c'est que vous avez des plaques qui sont beaucoup plus longues, qui vous permettent d'avancer et reculer la caméra. C'est à ça que ça sert. Donc vous mettez votre plaque et vous pouvez avancer ou reculer votre caméra sur la tête du trépied. Donc si je mets tout au bout, que je verrouille, boum,
c'est pas bon. On voit qu'il y a trop de poids à l'avant, donc je vais reculer ma plaque. Et si je la mets ici, tout derrière, on voit que c'est déjà nettement mieux. Alors ici, mon pied est complètement desserré pour pouvoir aider à trouver où est cet équilibre. Mais si je resserre un petit peu, et maintenant, on espère que c'est bon, parce que je n'ai pas eu le temps de le faire correctement. Mais vous voyez que si je fais mon cadre, et je cadre, je suis en haut d'un bâtiment, et je cadre, on va rajouter du frein sur cet angle-ci. Si je cadre une voiture, je n'ai pas le trépied qui va remonter automatiquement avec une contrebalance trop forte, ou un ressort des fois. Et si tout d'un coup je veux aller cadrer un avion, on peut voir que ici, pas vraiment parce que je n'ai pas eu le temps de bien faire ça, mais c'est ça l'idée d'un trépied bien balancé, c'est de pouvoir lâcher le trépied et le cadre va rester. Sinon, on est tout le temps en train de lutter en termes de poids. Si je vais rebalancer mon trépied de très mauvaise manière, on est toujours en train de lutter et du coup, on n'a pas la possibilité d'avoir des mouvements très souples. Donc si je reviens ici, je peux prendre mon petit doigt et je peux faire un mouvement tout doux et tout souple. C'est ça, pour moi, je voulais vraiment en parler aujourd'hui parce que beaucoup de gens oublient que la stabilisation, c'est pas seulement les gimbals, c'est pas seulement la stabilisation du capteur, des objectifs, etc. Mais c'est aussi, ça commence par les trépieds. Donc voilà, c'est un petit peu un point que je voulais faire. Alors, il ne faut pas forcément avoir des trépieds aussi gros, il y a des différents niveaux d'entrée de gamme, il y a des trépieds photo aussi, mais même pour les trépieds photo, pensez-y. Si vous voulez éviter que votre tête commence à descendre, et ça je parle photo et vidéo, c'est bien de trouver le niveau de balance pour votre boîtier. Voilà. Le niveau de balance, quand vous avez une petite place arcade qui ne vous permet pas d'avancer ou de reculer, vous avez deux options. En général, monter soit sur le boîtier, soit sur l'optique quand l'optique a un sabot. Mais les grosses optiques comme le 70-200, le 200-600 de Sony ont un sabot qui vous permet de le monter à l'arrière. Parce qu'en général, surtout sur des boîtiers alpha, un 200-600 par exemple est plus lourd, ou un 400 mm G-Master est plus lourd que le boîtier lui-même. Donc c'est là que vous voulez vraiment mettre votre optique sur le point de balance. Il sera alors le point le plus lourd, donc l'optique. Voilà. Je tenais un peu à préciser ça parce que je vois même dans le milieu professionnel beaucoup de personnes qui oublient un peu ce concept très facile de balancer son trépied et de ne pas comprendre. Un bon trépied bien calibré va faire des merveilles pour vous déjà. Voilà. Alors, on va parler aussi rapidement des gimbals. Alors ici, je n'ai pas pris la peine de tout équiper et de calibrer celle-ci parce qu'on a déjà beaucoup de démos aujourd'hui et je ne vais pas vous ennuyer pendant trop longtemps, j'espère. Alors les gimbals, c'est des bras mécanisés. Je pense que tout le monde est un peu familier maintenant par rapport à ce concept. Le gimbal va vraiment compenser vos déplacements. Là où, évidemment, un trépied, si je veux commencer à me déplacer, je dois le soulever et avancer. Si je suis en train d'enregistrer, ça va clairement se voir qu'il y a eu des chocs, un mouvement, des pas de pied. Des pas de pied, évidemment, c'est un très belle définition de la marche. Donc, si on revient sur mon gimbal, ça va aider à adoucir tous ces déplacements. Parce que si on prend un appareil, et je vais rallumer mon petit ZV1 ici, à côté qui est sur un transmetteur sans fil, vous voyez, petite protubérance ici. Si j'allume celui-ci et que je me mets de ce côté-ci, vous voyez que si je commence à me déplacer, vous allez avoir des mouvements ici qui vont pas être forcément les plus doux. Attendez que je vérifie mes réglages. Mais si vous avez une image qui bouge comme ceci, ça ne va pas être... Voilà. Si vous avez une image qui bouge, et si j'accentue les mouvements, ce n'est pas confortable pour la personne qui va regarder votre image. Maintenant, si vous voulez utiliser des action cam, par exemple, c'est toujours bien d'avoir un sujet qui ne bouge pas dans votre image. Donc, les action cam, on parle par exemple de ski. Un casque avec la caméra par-dessus. Si vous avez un point sur votre image qui ne va pas bouger, c'est beaucoup plus facile de se concentrer sur l'élément qui ne bouge pas et de rester stable aussi. Donc ça, c'est un point très important. Maintenant, je vais me rasseoir parce que j'ai la tête qui tourne. Mais c'était une petite démo pour vous illustrer
comment faire ça. Alors, on va repasser sur cette caméra-ci. Voilà, un petit peu s'occuper de tout en une fois. On est de retour. Mais donc cette stabilisation de l'appareil, il y a différentes façons de stabiliser une image. On a vu le trépied, on a vu comment insérer un élément de votre image qui est fixe dans votre composition, qui va vous aider, qui va aider la personne qui regarde votre audience, excusez-moi, à être plus stable. Parce qu'il y a des moments où oui, on ne peut pas tout stabiliser non plus. Et puis, on a donc tous ces systèmes mécanisés, comme les gimbals, qui vous permettent de stabiliser en plus vos images. Des petits trucs et astuces pour les gimbals. Alors, il ne faut pas oublier qu'un gimbal, ça ne stabilise pas l'axe vertical. Donc, comme vous avez vu dans ma petite démo ici, si je marche, les pas ne vont pas être stabilisés. Si je bouge de gauche à droite, oui. Si je fais ce qu'on appelle un pan, un mouvement latéral, ça va être stabilisé. Les petits déplacements, les petits tremblements, les battements du cœur, c'est quelque chose qu'on peut voir dans certaines images en fonction de la focale. On y revient dans une minute. Mais donc un gimbal, ça va vous permettre de stabiliser tout sauf les pas de haut en bas. Alors si vous voulez stabiliser ça, il faut commencer à s'équiper de vestes, avec soit un easy read, on appelle ça, les cordes qui viennent par-dessus, ou les bras mécanisés. Mais on ne va pas parler de ça, c'est autre chose. On est ici dans un webinaire un petit peu plus débutant. Mais bon, si vous en êtes là, n'hésitez pas à laisser un commentaire. On peut peut-être vous aider et je peux peut-être vous recommander des systèmes et vous parler de mon expérience par rapport à ça. Je peux vous dire que c'est lourd. Il faut s'entraîner, il faut avoir une condition physique pour le faire et c'est difficile. On revient donc au gimbal qui, j'ai envie de dire, sont un peu surutilisés de nos jours. J'aime bien, ça a vraiment démocratisé la stabilisation en vidéo, mais malheureusement, je trouve que la stabilisation en vidéo pour la stabilisation vidéo n'est pas forcément un plus. Maintenant, ça c'est mon opinion, vous êtes libre de ne pas être d'accord, mais je vois beaucoup trop d'images où il y a du mouvement, comme ça, sans forcément de raison. Et je trouve que dans la vidéo en tout cas, si le mouvement n'est pas motivé, soit pour suivre le sujet ou pour introduire un nouveau sujet, c'est très surfait et ça peut devenir un petit peu dérangeant et ça distrait votre audience. Alors oui, ça a l'air beau, oui, pour certains plans, tout ce qui est b-roll, un petit mouvement de parallaxe, comme ça, c'est très joli. Mais quand on va faire une interview, et j'ai déjà vu pas mal d'interviews qui sont filmées, où on voit la personne qui bouge de gauche à droite, tout ça. Voilà, faites attention, Le gimbal, c'est un instrument comme les autres, c'est un outil qui doit être utilisé parce que c'est vraiment formidable ce que ça peut faire, mais ne pas trop l'utiliser, ne pas devenir trop dépendant de ça. Un bon trépied, ça fait déjà beaucoup. Ensuite, il y a des solutions. Vous pouvez avoir un gimbal avec une attache rapide sur un trépied, sur un monopied. Ça permet de passer d'un système à l'autre et de faire un petit peu du système one-man band comme ça, tout seul. Évidemment, parce qu'on est en one-man band. Voilà. Mais donc ce système de stabilisation en gimbal est très bien, mais ne vous dites pas qu'il vous faut ça pour vraiment avoir des images utilisables. Parce qu'on va maintenant parler un petit peu de la gamme Sony. Évidemment, c'est un webinaire Sony. Donc, on arrive ici sur le ZV-A. Comme vous avez pu voir, ma petite démo. On va repasser dessus. Me voici. Alors, je vous avoue que si on passe sur cette caméra-ci, je ne suis pas un vlogueur, je n'ai vraiment pas l'habitude d'utiliser ce genre de système et c'est pas le plus léger du monde avec toute cette batterie et ce système sans fil pour pouvoir faire ce webinaire. Si vous voulez faire du vlog comme ça, vous n'avez pas besoin de ça et c'est du coup nettement plus léger. Mais repassons sur mon image de ZV-A. Alors vous voyez, ce n'est pas l'image la plus stable. Maintenant, si je vais dans mon menu, et que j'active le mode standard, qu'on appelle dans le menu. On verra les menus juste après. Alors le mode standard va stabiliser le capteur et ça va permettre d'aider un petit peu à tous ces mouvements, surtout les mouvements dans ce sens-ci, de tangage, on va dire. C'est vraiment ça que ça va aider à faire. Et si je reste stable, si je ne commence pas à courir évidemment, on va voir que tous les petits mouvements que j'ai dans ma main ici, sont pour la grande part annulés. Maintenant, si je commence à
me déplacer et vouloir vlogger un petit peu plus, vous allez voir que mes pas, chacun de mes pas normalement se voit relativement bien. Et ce n'est pas la chose forcément la plus agréable à voir. Mais si je reviens dans mon menu, une petite seconde, voici, en actif. Alors actif, qu'est-ce que ça va faire? Ça va les cropper dans mon capteur, ça va donc diminuer l'angle de vue. Et donc pour ce faire, je vais essayer d'avoir récupéré un petit peu plus de distance et de place dans mon image en laissant en me distanciant de mon optique un petit peu plus. Donc si je reviens dessus, là on est un petit peu là où on en était tout à l'heure. Et là on a une stabilisation qui est nettement plus efficace parce qu'il y a ce crop électronique et l'appareil va, grâce à son capteur interne qui est aussi un petit peu un gyrostabilisé, va permettre de compenser ces mouvements beaucoup mieux. Alors ici, je vous avoue, je triche, j'ai mis mon bras sur mon siège parce que c'est pas léger, mais on va continuer ici, je vais me mettre comme ceci. Vous pouvez voir que je ne triche pas. Je reviens ici et ça reste pour une image qui est à bout de bras, comme ça, pour quelque chose, s'il y a une grosse batterie et tout, comme ça reste très stable. Je vais un peu illustrer aussi une autre chose qui est le fait de comprendre que c'est beaucoup plus facile de stabiliser une image en plan large qu'en plan téléphoto. Ça veut dire que si on revient sur mon petit exemple de ZV1, et je vais prendre de l'espace pour montrer ça un peu plus correctement. Ici, je suis sur le mauvais input de ma caméra. On est un petit peu sous-exposé, j'ai l'impression, mais vous allez me pardonner. Donc ici, je suis dans mon mode de stabilisation électronique. Je vais le désactiver, on voit que le crop revient. Et vous voyez que ici, même si je suis, je vais vous mettre, voilà, mon petit cas, comme ça vous me voyez aussi. Même si je suis à bout de bras, étant donné que je suis large, vous voyez mes mouvements, mais ça reste quelque chose de raisonnablement acceptable. Je vais faire le même cadre en allant zoomer au maximum et vous allez voir que du coup, on a beaucoup plus de mouvements. Si je voulais faire de cette image une image d'illustration, un b-roll comme on appelle ça, c'est beaucoup plus difficile d'avoir quelque chose de correct parce que là, je ne sais pas si on le voit, mais je pense qu'on voit, on commence à voir mes battements de cœur en fait dans l'image. En tout cas, quand je parle, vous voyez clairement que je bouge. Et ça, c'est parce que j'ai zoomé. Donc là, je suis à 70 mm, tandis que si je me rapproche, j'essaie de faire que l'appareil prenne la même place dans mon cadre. Vous voyez donc que c'est beaucoup plus facile d'être stable quand on est en plan large qu'en plan serré. Alors, pour illustrer encore un petit peu plus, je vais prendre une petite seconde pour changer le transmetteur sur un autre boîtier, qui en l'occurrence est un Alpha 1, celui que je viens de vous montrer. On va éteindre le petit ZV1 et on va l'utiliser comme boîtier de démonstration. Alors, je vérifie que mon transmetteur fonctionne bien. On repasse dessus. Hop, voici. Alors, ici on est sur un 100 mm STF. Comme vous voyez, c'est un peu atroce parce que je n'ai aucune stabilisation activée. Et je suis aussi en étant beaucoup plus zoomé sur mon optique. Donc ici on va mettre au point, voilà. J'ai dit donc on va mettre au point, mais je suis à distance de focale minimale. On va se rapprocher, changer, voilà. Donc ici, sans mettre mes bras accoudés sur les accoudoirs de ma chaise, vous voyez, chaque fois que je parle, l'image bouge énormément. Ici, je vais essayer d'activer un petit peu mes petits trucs et astuces, c'est-à-dire utiliser les accoudoirs de ma chaise. Donc ici, vous voyez, je me mets ici. Je vais stabiliser mon corps au maximum pour déjà aider l'image. Je vais utiliser un peu ce système de 3 points de stabilisation. Donc en ayant
une main en dessous de l'optique, une main sur la poignée, et puis le reste, je bloque un petit peu sur, on va appeler ça mon coussin d'hiver, pour rester gentil avec mon ego, pour donc essayer de stabiliser. Mais on voit que ce n'est pas parfait. Alors là, je vais activer la stabilisation de l'optique. Donc, on va vous montrer ici sur le côté la stabilisation de l'optique qui va permettre aux éléments les éléments de verre donc dans l'optique de bouger et d'essayer de compenser cette stabilisation, mais aussi sur les boîtiers Sony, ça va parler avec l'appareil, ça veut dire OK, active aussi le capteur. Alors il faut bien faut bien comprendre que les deux travaillent ensemble et que vu que une optique Sony est calibrée et faite par Sony, il y a une communication qui est faite entre l'optique et le boîtier qui dit « Coucou, je suis un 100 mm, alors il faut que tu stabilises le capteur comme si en étant un 100 mm. » Et toutes les optiques Sony ont un profil spécifique. Donc pareil pour un zoom, il y a une communication immédiate qui se fait. Alors, il faut savoir que si vous utilisez une optique argentique par exemple, vous pouvez aussi stabiliser, mais là vous devez aller dire au boîtier à quelle focale vous êtes. C'est dans les menus. Mais voilà, parce qu'on ne stabilise pas une optique à 16 mm comme on stabilise une optique à 200 mm. Et ça, avec les optiques Sony, il y a une communication directe en plus d'un profil qui est fait spécifiquement pour les deux. Voilà, je reviens sur mon petit modèle de démo dans une petite seconde, j'arrive. Nous y revoici. Et donc, voici mon ZV1 avec la stabilisation optique. Si maintenant je vais dans mon menu rapide et que j'utilise la stabilisation active, donc ce modèle de crop, vous voyez que maintenant, et je vais me remettre ici, peut-être que je suis un peu trop haut, je vais me mettre debout, comme ça vous verrez peut-être un peu mieux. Ici, je suis avec un 100 mm et la stabilisation, pour ceux qui ont déjà utilisé un 100 mm en vidéo, vous pouvez voir que c'est vraiment stable. Voilà, ça c'est la stabilisation électronique. Alors, la stabilisation électronique, si vous ne savez pas comment l'activer, je ne vais pas aller dans les menus parce qu'on a déjà beaucoup utilisé les menus dans d'autres webinaires, mais vous avez par défaut, c'est le bouton FN et puis vous avez stabilisation off, standard et active. Standard, c'est juste le capteur qui bouge de manière mécanique. Active, c'est la stabilisation électronique. Et si ces deux modes sont grisés, ça veut dire sûrement que votre optique, le OSS, est sur off sur l'optique. Ça veut dire que les réglages ne sont pas activés ou qu'il y a une mauvaise connexion avec l'optique. Pour le cas des optiques argentiques, c'est pour ça que ces menus sont grisés. Voilà. Voilà, quelques petits trucs et astuces aussi pour les ralentis. Comme j'ai dit, c'est un peu se coincer. Sur des caméras qui sont un petit peu plus volumineuses, le fait de vraiment coincer l'appareil contre son ventre, c'est aussi pour ça que certaines personnes filment avec la caméra sur l'épaule, c'est pour avoir ces 3 points d'appui, un point sur l'épaule, un point ici. En général, vous avez soit une poignée ou oui, sur la FX9 en l'occurrence, vous avez une poignée, mais vous pouvez bien sûr attacher un système de poignée via une cage par exemple, ou un rig, small rig et autres font ce genre d'accessoires. Et ça va aider, pas dans le sens où ça va devenir très stable comme un gimbal, mais ça va éliminer toutes ces micro-vibrations qui vont rendre les images ce qu'on appelle un peu handheld, donc la vue à la main, la prise de vue à la main un peu plus naturelle, plus viscérale, sans être forcément trop stabilisée, parce qu'un gimbal va retirer tout cet effet viscéral de certains plans. Et il y a certains cinématographes à Hollywood qui utilisent justement ces techniques de stabilisation à l'épaule, c'est plus viscéral, ou même un peu shaky cam, comme on a vu dans les films d'horreur, pour justement déstabiliser. Donc il ne faut pas se dire que il faut que toutes vos images soient toujours stabilisées à 100%. Si on a des images trop stabilisées, des fois avec un stabilisateur, ça fait un effet aussi un petit peu jeu vidéo dans certaines des images. Donc, essayez de réfléchir un petit peu à ce que vous voulez faire. Alors, si c'est des vidéos de vacances, je vous invite à
utiliser l'option la plus facile qui est les stabilisateurs électroniques des boîtiers parce que ça veut dire que ce n'est pas un appareil en plus, dont il faut s'occuper des batteries, il faut calibrer, etc. Alors qu'on a soit compagne ou compagnon qui nous attend sur le côté en tapant du pied en disant bah, qu'est-ce que tu fais encore, moi j'aimerais bien profiter de la vue. Voilà, si vous voulez faire des photos et des vidéos de vacances, je vous invite à commencer par ça plutôt que de commencer à se suréquiper. Et comme vous pouvez le voir autour de moi, faites comme je dis, pas comme je fais. Voilà. Mais moi j'ai une utilisation professionnelle, ça change un petit peu la donne aussi. En termes d'autres trucs et astuces, on a aussi le fait de filmer en ralenti. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai adoré sur l'Alpha 7S 3, le fait de se mettre en 4K 100 images secondes pour faire toutes les images de ralenti, c'est quelque chose de très chouette parce qu'on fait juste un petit mouvement comme ça et le ralenti va éliminer pratiquement toutes les vibrations parce que les vibrations sont toujours là, bien sûr, mais étant beaucoup plus lentes, on ne les voit pas. Elles n'ont pas l'air d'être si dérangeantes. Un mouvement aussi très rapide de gauche à droite est beaucoup plus facile à maintenir stable de manière physique. Là où si vous voulez faire le même mouvement 4 fois plus lentement, vous allez, c'est dur parce que vos muscles vont se crisper, parce que vous avez les battements de votre cœur qui sont là, votre respiration, tout ce genre de petits détails va affecter vos images. Alors, et bien sûr, l'IBIS est là pour aider, mais en ralenti, c'est encore mieux. Et franchement, moi je trouve rien de mieux que pour les images de B-roll, donc d'illustration, de se mettre en ralenti et puis de faire le petit déhanché. Donc j'ai mes pieds fixes ici, je cadre mon sujet et je fais, juste avec mes genoux, un petit déhanché comme ceci. Et ça permet déjà de faire des superbes images. Et vous n'avez pas forcément besoin d'un Alpha 7S 3. Il y a beaucoup d'autres appareils qui ont un mode ralenti, même un ralenti x2, ça suffit. Vous avez du mode 100 images secondes sur la 7.3, sur le ZV1, vous avez ça aussi. Donc il ne faut pas avoir peur à utiliser ces petits trucs et astuces pour stabiliser votre image, parce qu'au moins on se suréquipe, au plus on est flexible et en plus on peut être créatif. Donc stabilisation, oui. Commencez par ce qui est un peu basique et qui peut déjà vous former à trouver un style. Est-ce que vous voulez faire une introduction, présenter votre sujet en arrivant sur votre cadre, votre sujet arrive dans le cadre tout doucement. Est-ce que vous voulez faire un pan de haut en bas, etc. Un trépied va vous aider déjà beaucoup. Est-ce que vous voulez commencer à vous déplacer et courir? Là, c'est d'autres systèmes, mais réfléchissez à tout ça. Ne vous équipez pas trop et vraiment donnez le système de stabilisation électronique ou même normal sont déjà très très bien. Tant que vous n'avez pas l'envie de courir avec, parce que ça ne va pas compenser. Voilà, c'est un peu mes conseils pour la stabilisation. Voilà, donc nous voici dans ma petite démonstration de Catalyst Browse. Alors, j'aime bien utiliser ce plan-ci parce que ça a été fait avec la FX9. Et donc, tous les appareils qui sont sortis depuis la 7S3 ont cette fonction. Donc, c'est un capteur gyro. Je vais me mettre ici au-dessus, comme ça vous me voyez. Un petit capteur gyro que vous avez dans votre téléphone qui permet à l'appareil de savoir s'il est vertical ou horizontal. Ici, ces informations ne sont pas utilisées pour changer l'orientation de votre affichage, mais sont utilisées pour communiquer ça au programme qui s'appelle Catalyst Browse, qui est fait par Sony. Il y a aussi Catalyst Prepare. Je vais en toucher un mot juste après. Mais ces programmes reçoivent les informations de changement d'axe, de vibration, etc. Ça fait un peu comme un sismographe, comme ça. Et ça va permettre au programme de stabiliser. Donc, il sait si l'image est passée sur la gauche, OK, il doit cropper de l'autre côté pour compenser. Et vu que toutes ces données sont écrites dans le fichier en lui-même, ça permet de ne pas avoir à faire recours aux autres systèmes de stabilisation, comme dans Final Cut, DaVinci et Premiere, qui fonctionnent, mais ces systèmes doivent analyser les images, et vu qu'ils ne savent pas exactement comment
l'appareil a bougé, dans quel sens il a bougé, ça doit deviner. Et des fois, on a des mouvements un petit peu de warp, comme ça qu'on appelle. Donc, on voit les coins qui bougent un peu dans tous les sens, etc. Et ça, c'est un peu des problèmes liés à ce genre de système. Là où le capteur gyro n'aura pas ces problèmes. Excusez-moi. Donc, pourquoi s'il n'a pas ces problèmes? Parce qu'il y a toutes ces informations qui sont dedans. Alors, il y a quelque chose de très important à savoir, c'est que malheureusement, et c'est un petit peu inhérent à la technologie, en tout cas pour l'instant, on espère que ça va peut-être s'améliorer sur le futur, on verra. Mais il faut que votre stabilisation optique et du capteur soit éteinte si vous voulez vraiment tirer avantage de la stabilisation via Catalyst. Ça veut dire que l'appareil n'est pas au courant si le capteur a essayé de stabiliser. Donc, quand je vous ai expliqué que l'appareil sait que, ok, il a bougé sur la gauche, donc quand on le met dans le Catalyst, il va aller cropper dans le sens opposé pour compenser et faire que l'image reste stable. Si le capteur a aussi bougé sur la droite pour essayer de compenser l'image, on va faire 2 fois l'effet et ça va être pire. Voilà, dans les grandes lignes, c'est un petit peu ça. Donc il faut vraiment choisir, est-ce qu'on fait la stabilisation sur les images directement ou est-ce qu'on veut passer un petit peu plus de temps en post-production pour faire ça. Et les effets vont être beaucoup plus, j'ai envie de dire, beaucoup mieux en post-production parce que vous avez pas forcément que c'est plus mieux, on va dire, en mauvais français. C'est surtout parce que vous allez avoir un contrôle manuel du pourcentage de crop que votre image a besoin. Donc par défaut, le mode active va aller faire 10% de crop. Là où sur Catalyst, on peut vraiment aller choisir, j'ai fait comme ça des images d'une présentation sur trépied où il y a eu quelques mouvements à 200 mm, ça a fait quand même vibrer l'optique. Et juste 5% de stabilisation sur Catalyst ont aidé à ce qu'il n'y ait plus aucune vibration. Donc c'est ça qui va faire une très grosse différence. Et on va voir dans mon exemple ici en dessous. Pour ceux qui suivent le reste de la série, je ne me suis toujours pas amélioré sur où pointer sur mon cadre. Je suis atroce à faire ce genre de choses. Mais donc vous allez pouvoir voir dans cette petite démo qui a été faite sur, il me semble que c'était un 400 mm sur la FX9 en mode Super 35. Donc ça veut dire qu'on est à équivalent zoom 600 mm. Et on est sur ce gros trépied ici qui était encore plus stabilisé avec toute la FX9, le poids de la FX9. Il faut savoir que le poids d'un appareil aide beaucoup à la stabilisation aussi, parce qu'au plus lourd c'est, au moins ça a tendance à bouger évidemment. Mais donc on va voir dans cette petite démo, il faut que je clique sur au bon endroit. Voilà, vous voyez que le plan de gauche, on a quand même le vent qui fait bouger tout le trépied. Alors là j'ai fait un petit panneau dans mes images, mais vous allez voir donc tous les petits tremblements, etc., disparaissent dans les images de droite. Et voilà, ça rend une image qui est pratiquement inutilisable à quelque chose qui est beaucoup plus utilisable. Alors, n'ayez pas peur de la petite différence de couleur qu'il y a entre les images. Ça, c'est parce que j'ai fait une capture d'écran du programme en lui-même. Quand on exporte le fichier après la stabilisation, les images sont exactement les mêmes, de la même couleur. Mais là, je pense que j'avais fait une petite modification de couleur sur mon aperçu ou c'est la capture de la vidéo qui a fait ça. Mais voilà, donc vous pouvez voir, je regarde aussi moi de mon côté, il y a ce mouvement, donc un mouvement de panne sur le trépied ne va évidemment pas être compensé. Si j'avais voulu essayer de le compenser, j'aurais peut-être pu aller dire ok, Catalyst va cropper à 25% de l'image, donc transforme mon image en du 360p, et il aurait peut-être essayé de compenser ça et d'aller cropper directement sur les personnes qui marchent sur la plage et de les garder toujours absolument centrées. Il faut savoir qu'il y a cette possibilité. C'est là que c'est une meilleure façon de stabiliser parce que vous avez vraiment ce contrôle si vous voulez un petit peu ou beaucoup. Ici, je pense que c'était une histoire de 10% qui en général est le défaut par lequel je commence à stabiliser et puis je vois s'il en faut plus ou si je peux revenir un petit peu en arrière. Alors oui, on va utiliser la résolution, on va perdre un petit peu de résolution quand on va les cropper dans l'image, c'est excusez-moi, je ne retrouve pas mon mot, mais c'est la définition de cropper, donc c'est la perte de la résolution. Donc il vaut toujours mieux essayer de filmer dans les résolutions les plus hautes, donc en 4K.
Même si vous n'avez pas besoin de 4K, ça va vous permettre d'aller vraiment stabiliser, de garder au plus de définition que possible quand vous uploadez, quand vous exportez ou uploadez en 1080. Ou si vous êtes en 4K, oui, vous perdez un petit peu, mais votre programme va faire de l'upscaling et vous gardez quand même une très bonne résolution. Et le petit avantage aussi, c'est que si vous faites ça dans certains boîtiers en mode actif, par rapport à une des différences aussi, le mode actif, lui, si vous avez plus de résolution, comme sur la 7 Mark IV, il va aller faire un crop de l'image, mais va rester un vrai 4K. Voilà. Alors le fichier sur Catalyst va être 4K, mais il va y avoir un petit upscaling qui va avoir lieu. C'est ça la différence. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à mettre ça comme question. Taguez-moi dans le commentaire, comme ça je suis sûr que je le vois. Donc Bruno Mars, comme la bière. Et comme ça, vous allez pouvoir me poser une question si vous n'avez pas compris exactement comment ça fonctionne, mais je peux vous avouer que c'est quelque chose de magique. Mais, il y a un gros mais, c'est qu'il faut que ce soit fait dans le programme. Alors, le gros mais, c'est que Catalyst Browse, c'est gratuit, mais c'est un fichier à la fois. Alors, si vous voulez faire la stabilisation de tout, une série de fichiers, là, j'invite plus une utilisation professionnelle à aller regarder Catalyst Prepare, qui lui vous permet de faire les fichiers en batch, donc toute une série de fichiers en même temps. Vous pouvez importer une centaine de photos, les mettre dedans, dire ok, stabilise tout à 10% et revenir plus tard et tout est fait. Là où Browse ne vous permet pas de faire ça. Il n'y a pour le moment pas encore d'intégration avec les NLI. Alors je peux vous assurer que moi aussi je demande à Sony à chaque fois que j'ai l'opportunité quand est-ce que ça arrive, parce que du coup il faut faire importer ça dans Catalyst, le réexporter, l'exporter et puis le remettre dans votre programme de montage, donc Final Cut, etc. Mais si, on va revenir sur moi. Mais oui, il n'y a pas encore de plugin qui intègre ça pour l'instant et je ne sais pas si ça va être disponible. J'espère beaucoup. Mais voilà, ça c'est un petit peu les choses à savoir sur Catalyst. Mais je vous invite vraiment à tester, surtout la version Browse est gratuite et ça peut des fois sauver certains plans qui n'auraient pas été faits correctement à l'enregistrement. On me demande aussi de temps en temps, tiens, est-ce que tu préfères un gimbal ou Catalyst? Ben, pourquoi pas les deux? Vous pouvez utiliser la stabilisation externe et Catalyst. Les deux ne sont pas mutuellement, ne vont pas créer ce problème dont j'ai parlé avec la stabilisation du capteur. Voilà, c'est une chose à savoir. Donc, plutôt que d'aller peut-être chercher un gros easy read, si vous avez le temps en post-processing, d'avoir un stabilisateur, de courir avec, et oui, ça va quand même encore bouger parce qu'il y a ce fameux axe vertical. Si vous mettez ça dans Catalyst, ben, ça va contrecarrer ça. Si vous avez vraiment des scènes d'action, il y a beaucoup de mouvements comme courir avec une caméra, je vous invite à augmenter la vitesse de votre shutter pour éliminer le flou de mouvement. Mais ici, c'est juste une petite anecdote parce qu'on reste dans un webinaire d'introduction et je pense que je suis déjà allé dans des éléments un peu trop complexes. Voilà. N'hésitez pas encore une fois à me taguer dans les commentaires de cette vidéo si vous avez une question. Je vais essayer d'y répondre au plus vite. Voilà, et sinon je vous souhaite une excellente fin de soirée et merci beaucoup. Un grand merci Bruno et merci à vous tous d'avoir assisté à ce webinaire ce soir. Pour visionner les autres épisodes de cette série Vidéographie pour tout le monde, vous pouvez toujours regarder sur notre page Facebook. Sinon, les prochains épisodes seront annoncés sur Alpha Universe, donc n'hésitez pas de visiter cette page-ci. Ainsi dit, je vous souhaite tous une très belle soirée. Au revoir, à la prochaine.